importante dans cette région-ci. Les cheveux et le cuir chevelu du président étaient-ils comme ça? Non, Comment étaient-ils? cette partie de la tête n'était plus là. Il n'y avait pas de cuir chevelu ici. Êtes-vous en train de dire que ce n'est pas... Je ne le crois pas. Vous ne croyez pas que ce soit une photo de l'autopsie? Non, Que croyez-vous que ce soit? je ne sais pas. Cette photo a été truquée. C'est une invention. Une balle serait entrée dans la région temporale droite et ressortie dans la région occipitale à l'arrière de la tête. Cela correspond parfaitement aux blessures que les médecins de Dallas ont vues. La commission de la Chambre des représentants sur les assassinats a toujours refusé de montrer les photos et les radios du président aux médecins de Dallas. Nous l'avons fait et voici le résultat. Selon vous, laquelle ressemble le plus à ce que vous avez vu le jour de l'assassinat? Je dirais que c'est celle-ci, avec une plaie importante dans la partie postérieure droite de la tête. J'étais au maximum à 50 ou 60 cm au-dessus de l'arrière de la tête du président pendant toute la durée de la trachéotomie. Je pense avoir vu la blessure de plus près que n'importe qui d'autre dans la salle des urgences. J'étais debout et tout ce que j'avais à faire, c'était de tenir le rétracteur. Je n'avais à me préoccuper de rien d'autre. J'ai eu les yeux rivés sur la blessure pendant un long moment, je dirais pendant 10 ou 15 minutes au moins. J'ai pu me faire une idée très précise de l'aspect de la blessure. C'était une grande plaie béante dans la partie postérieure droite de la tête. Voici le dessin que j'en ai fait pour le livre de Joshua Thompson. Je dirais que la blessure se trouvait dans cette région-ci. La région occipito-pariétale. Bien sûr, j'ai eu d'autres renseignements avec les radios. Mais quand nous avons tenté de réanimer le président Kennedy, je dirais que la blessure était située ici et que la fracture s'étendait jusqu'au devant du crâne. Voilà ce dont je me souviens, sur la partie droite de la tête du président. Pouvez-vous nous montrer approximativement où se trouvait la plaie? Elle était dans cette région. D'après ce que j'ai vu, elle se situait à l'arrière de la tête. Il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Il y a une plaie arrondie sur l'os ici. Mais il y en a une autre là, juste à côté. Une plaie arrondie et une autre. Mais je puis vous assurer que deux plaies arrondies l'une à côté de l'autre, enfin, cette photo a été... Quelque chose lui est arrivé. Cette plaie n'est pas correcte. Cette photo n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Non, vous voyez, cette partie a été trafiquée. Ici, c'est ouvert. La façon dont il a été arrangé ici, des morceaux de peau ont été coupés ou altérés ou remontés ou changés. Il n'était pas comme ça. Cette partie était grande ouverte. On voyait le cerveau. Le cuir chevelu a été repoussé en arrière. Ça a été complètement déformé. Ils ont fait quelque chose ici. Quand il était sur la table aux urgences, cette partie était ouverte. Toute cette région était une plaie ouverte. Je me rappelle que la blessure était dans cette région. Ils lui ont soulevé la tête pour que je voie la blessure à l'arrière du crâne. Mais vous vous souvenez d'un gros trou? Oh oui, il y avait un gros trou à cet endroit. Un gros trou sur toute cette partie. D'ici à là. La blessure était ici, à droite, dans la région pariétale et occipitale.
de la taille d'une balle de baseball. Ils disent que le point d'entrée de la balle était ici. Mais personne parmi tous les médecins et le personnel médical de Parkland n'a vu une telle blessure à la base des cheveux. Comme vous le voyez, toute cette région est absolument intacte. Mais ce n'était pas comme ça à Parkland. À cet endroit, il y avait un trou, un vide, une cavité. Aucun tissu ne le recouvrait. Le cerveau sortait sur la table d'opération à Parkland. Et au fond, je voyais le cervelet. Ceci est le dessin du docteur McClelland. Si vous deviez choisir entre la photo et le schéma, lequel, selon vous, est le plus exact? Le schéma. Vous êtes sûr? Absolument. À partir de ce que vous et d'autres médecins avez dit, j'ai fait faire une version par ordinateur de la photo. Elle montre ce que vous avez décrit. Diriez-vous qu'elle correspond à ce que vous avez vu? Oui, la plaie était bien là, avec les os et les tissus qui sortaient. La plaie d'entrée était là, et tout ceci était complètement détruit. Les os étaient partis, le cuir chevelu, les tissus cérébraux avaient été mâchés, lacérés. On aurait dit du gel qui coulait sur la table. On voyait le cervelet. Cette photo correspond très bien au trou que nous avons vu dans la tête du président à Parkland. Voici l'image 312 du film de Zapruder. Elle montre la tête du président moins d'un 18e de seconde avant l'impact de la balle mortelle. En la comparant avec l'image 335 après l'impact de la balle, on voit les dommages à la tête. Un tiers de la tête du président a volé en éclats au moment de l'impact. Sur les photos de l'autopsie, on voit un os qui fait saillie au-dessus de l'oreille droite. En superposant la photo et la radio de l'autopsie, on voit que la photo et la radio montrent des blessures différentes. Sur la photo, la tête est intacte de la tempe droite jusqu'à l'avant du front. Mais cette même partie manque sur la radio. D'ailleurs, la commission de la Chambre des représentants sur les assassinats a préféré éliminer ces photos et se fier au talent de sa propre illustratrice médicale, Ida Dox. Voici cette illustration. La différence est légère, mais capitale. Là où il y avait à l'origine une petite tache de sang séché sur l'arrière de la tête, une plaie d'entrée a été dessinée. L'introduction de cette fausse plaie à l'arrière de la tête aura des effets désastreux sur l'enquête. Elle a été rajoutée pour faire croire qu'une balle était entrée à l'arrière de la tête et était ressortie à l'avant. Or, une balle entrant à l'arrière de la tête, en suivant une trajectoire droite-gauche, serait ressortie sur la partie gauche du visage du président. Sur les photos, cette partie de la tête ne montre pas le moindre dommage. Aucune balle tirée depuis le dépôt de livres n'a atteint le président à l'arrière de la tête. Sur la photo d'autopsie, le front et le devant de l'oreille droite sont intacts. En revanche, sur la radio, toute la partie antérieure de la tête au-dessus de l'œil, entre l'oreille et le milieu du front, a disparu. Ici, les angles sont légèrement distincts, mais permettent néanmoins de voir des blessures complètement différentes. Selon la radio, toute la partie au-dessus de l'œil droit devrait être absente. Donc, ni les radios, ni les photos ne correspondent à ce que les médecins de Dallas ont vu. Pis encore, elles ne concordent même pas entre elles. Les médecins de Dallas et d'autres témoins qui ont vu le corps ont tous déclaré que la partie comprise dans ce cercle avait volé en éclats. Or, les photos d'autopsie présentées par le gouvernement montrent l'arrière de la tête absolument intacte. C'est impossible.
Selon les défenseurs de la commission Warren, tous ces témoins se trompent. Pourtant, eux étaient présents, pas les défenseurs de la commission Warren. Cette arrogance et cette falsification des photos de l'autopsie est intolérable et malhonnête. Ceci est une photo générée par ordinateur à partir des déclarations des médecins. Tous nous ont dit que cette photo ressemblait à l'état véritable de la tête du président, contrairement aux photos officielles d'autopsie du gouvernement. Présent à l'hôpital naval de Bethesda, l'agent du FBI, Frank O'Neill, a assisté à l'intégralité de l'autopsie. Il avait une blessure énorme à droite, à l'arrière de la tête. Je n'utiliserai pas de termes médicaux car je ne suis pas médecin. Mais elle était située derrière à droite et pas à l'avant ni aux yeux. Outre les médecins de Dallas et le personnel médical de Bethesda, les témoins de Dealey Plaza ont eux aussi constaté une énorme blessure à l'arrière de la tête du président. J'étais en train de le filmer avec ma caméra. Quand il est passé devant moi, j'ai entendu une détonation. Il est parti en arrière sur son siège, tout l'arrière de sa tête a explosé et le sang a jailli sur la malle de la voiture. Quelle partie de sa tête était endommagée? Je ne pourrais pas vous dire quelle partie exactement, mais tout l'arrière de sa tête, toute cette partie, avait volé à l'arrière de la voiture. Et d'où venait le coup de feu? De la droite de ce gros arbre, à environ 10 mètres à l'ouest de l'angle de la clôture. Le coup de feu mortel venait du monticule et il l'a atteint sur le côté, au-dessus de l'oreille. Au moins un coup de feu est venu de là. Le haut de sa tête a explosé, son cerveau a volé en arrière. Je suis encore prêt à le jurer sur la tombe de ma mère. Il avait la tête en arrière. Ça faisait une auréole rouge et la substance jaillissait de sa tête. Pourriez-vous nous dire d'où, à votre avis, venait ce dernier coup de feu et quel a été son effet? D'après ce que j'ai vu, sa tête a explosé. Exactement. Elle a explosé. Je dirais que ce coup de feu venait de derrière la clôture, qui se trouve au sommet du Grassinol. Pourriez-vous nous montrer l'emplacement de la blessure? De ce côté, à l'arrière, il avait la tête comme ça. Et quand Jackie est montée sur la malle de la voiture, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oui. Selon vous, qu'essayait-elle de faire? Je crois qu'elle essayait de récupérer une partie de son crâne. Ed Hoffman, qui est sourd-muet, se tenait sur l'autoroute de Stevens, juste au-dessus de la rampe d'Elm Street, à l'ouest de Dealey Plaza. Il s'est garé sur le bord de l'autoroute de Stevens, quelques minutes avant que le cortège ne traverse Dealey Plaza. En se penchant vers la rampe, il a vu l'intérieur de la limousine présidentielle moins d'une minute après la fusillade. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture et j'ai vu Mme Kennedy penchée sur le président. Il était allongé sur le ventre, la tête sur les genoux de sa femme. L'arrière de la tête était parti, avait explosé. Il tremblait et Mme Kennedy le secouait. Mais l'arrière de sa tête avait volé en éclats. Le président était allongé. L'agent du Secret Service était allongé sur la malle et faisait se baisser Mme Kennedy. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. La tête du président n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Sa tête n'était pas comme ça. L'arrière de la tête était détruit. Ce morceau d'os était là, mais pas l'arrière de sa tête. Ça, c'est ce que j'ai vu. La tête du président était comme ça. Cette partie avait volé en éclats. Cet os était là, mais l'arrière de la tête avait explosé. En voyant ça, j'ai été horrifié. Le président était allongé, secoué de tremblements. La voiture est partie à toute allure. J'étais horrifié.
Derrière moi, sur la place, c'était la panique. Les gens couraient dans tous les sens. Le président a reçu une balle tirée par devant. La tête du président n'était pas comme ça, mais comme ça, avec un gros trou à l'arrière de la tête. Le docteur James Humes a pratiqué l'autopsie et a trouvé une étrange blessure par balle dans le dos du président. Selon le rapport du FBI sur l'autopsie, le fond de l'ouverture, faite par la balle, était sensible avec le doigt et il n'y avait aucun point de sortie et la balle n'était pas dans le corps. Donc à l'autopsie, les médecins ont conclu que la balle censée avoir touché Kennedy et Connally n'avait même pas traversé le corps de Kennedy. Mais quelques jours plus tard, lorsque le docteur Humes a remis son rapport d'autopsie, il a écrit que la balle avait traversé le corps de JFK, contredisant ainsi avec le rapport du FBI. La surface de la balle est intacte. Le nez de la balle, qui, selon la théorie de la balle unique, a brisé 2 os au poignet droit du gouverneur Connally, est absolument intact, sans la moindre déformation. C'est impossible. Cette balle-ci a touché un os. Elle a été tirée par le FBI dans le poignet d'un cadavre. La balle qui a brisé l'os du cadavre montre des déformations multiples, comme on est en droit de s'y attendre lorsqu'une balle bute contre un os. Depuis des années, Cyril Wecht exige que des tests balistiques soient effectués pour confirmer qu'une balle, comme la balle unique, peut traverser un os et rester intacte. Qu'est-ce que cela coûterait? Cela ne demanderait pas un gros effort au gouvernement fédéral de réunir un fusil, des balles, des cadavres d'animaux et d'hommes pour trouver une seule balle encore intacte après avoir traversé le poignet d'un cadavre humain et brisé 2 os, ainsi que l'aurait fait la balle 399 présentée par la Commission, selon le scénario de la balle unique. Le jour où on trouvera cette balle, cela mettra un terme définitif à mes critiques. Récemment, de nouvelles preuves photographiques d'un deuxième tireur ou co-conspirateur ont été mises au jour. Cette diapositive couleur a été prise 30 secondes après l'assassinat par un agent des services de renseignement militaire, James Powell. Elle a été cachée au public pendant 13 ans et n'avait encore jamais été montrée en couleur. En faisant un gros plan sur la fenêtre du 5e étage depuis la rue, on voit le prétendu nid du tireur et une haute pile de cartons. Mais à droite des cartons, près du bord de la fenêtre, il y a une forme. La forme est plus sombre que les cartons de livres et d'une texture et d'une couleur différentes. La forme va du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ombre, en remontant vers la droite. Il est impossible que ce soit Lee Harvey Oswald. Entre 70 et 90 secondes après le dernier coup de feu, et entre 40 et 60 secondes après que cette photo a été prise, des personnes ont vu Lee Oswald et lui ont parlé dans la cafétéria du premier étage. Il était calme et pas du tout essoufflé. Il aurait fallu qu'Oswald traverse en courant le 5e étage, qu'il s'arrête, qu'il efface ses empreintes sur le fusil, qu'il cache soigneusement l'arme derrière ses cartons et qu'il dévale ensuite 4 étages, jusqu'à la cafétéria du premier étage, où il a été vu par l'agent de police de Dallas Marion Baker et par le patron d'Oswald, Roy Truly, directeur du dépôt. Oswald était alors en train de s'acheter ou de boire une bouteille de Coca-Cola à ce distributeur. En dévalant l'escalier, Oswald aurait dû dépasser 2 femmes, Victoria Adams et Sandra Stills, qui descendaient l'escalier à ce moment-là. Toutes deux ont certifié que personne ne les avait dépassées. Tout cela en 40 secondes au minimum et 60 secondes au maximum. Impossible. La présence d'une personne à cette fenêtre sur cette photo, 30 secondes après le coup de feu, élimine Lee Oswald comme seul assassin. Et sa présence au premier étage, si peu de temps après l'assassinat, l'innocente en tant que tireur. Cette photo a été prise 15 secondes après le dernier coup de feu par un photographe de Dallas, Tom Dillard, qui était à bord de l'une des voitures de presse du cortège. La photo a été publiée peu de temps après l'assassinat, mais elle a toujours été coupée sur le bord gauche. Pour la première fois, nous la voyons dans son format original. Gros plan sur les fenêtres du dépôt de livres. Puis gros plan sur la fenêtre à l'extrémité ouest du 5e étage. Cette fenêtre se trouve à l'autre extrémité du dépôt de livres, à l'opposé de la prétendue fenêtre d'Oswald.
Cette fenêtre a toujours été tronquée quand la photo a été publiée. Nous commençons à apercevoir l'image du visage et des épaules d'une personne à la fenêtre du 5e étage. En agrandissant encore l'image, on distingue clairement la forme d'un visage. Les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche, les épaules. La tache blanche au-dessus de son épaule gauche est un éclairage au plafond. En raison du degré considérable d'agrandissement de cette photo, le grain est important, ce qui rend les détails difficiles à percevoir. En superposant à la photo un dessin des traits du visage, nous voyons des détails qui apparaissent mal sur l'image vidéo. Revoyons-la sans la superposition. De nouveau avec la superposition. Et sans elle. Le 5e étage étant une seule grande pièce, quiconque se trouvait à cette fenêtre aurait sans aucun doute entendu un coup de feu tiré à une dizaine de mètres de lui. De toute évidence, cet homme n'est pas Lee Harvey Oswald. Comme il ne s'est jamais fait connaître, nous pouvons être certains qu'il ne s'agissait pas d'un simple badaud. En fait, il est possible que nous soyons en train de regarder l'un des conspirateurs et peut-être l'un des assassins. Un coup de fusil provenant de cette fenêtre concorderait avec chacune des blessures du gouverneur Connally. Cela expliquerait également la trajectoire très nette gauche-droite et l'angle très plongeant. L'homme semble corpulent, avec une coupe de cheveux en brosse et un t-shirt blanc. Au-dessus de son épaule gauche, on voit l'éclairage électrique au plafond, qui est toujours le même aujourd'hui. Pour 80% des témoins du Dealey Plaza, les tirs venaient du Grassinol. Nous avons déjà vu de nombreux éléments prouvant que le président a reçu une balle dans la tête tirée de l'avant. Mais existait-il des preuves photographiques d'un tireur supplémentaire sur le monticule herbeux? À droite, on voit la clôture au sommet du monticule. Le film d'Orville Nix montre très clairement le mouvement en arrière de la tête du président, conséquence d'un coup de fusil tiré du monticule. La foule de Dealey Plaza se précipite vers le monticule à la poursuite d'un homme que la plupart des gens croient être l'un des assassins. Voici une partie des témoins qui ont couru jusqu'au sommet du monticule et derrière le mur de soutènement qui se trouve devant la clôture. Un caméraman de télévision a filmé cette séquence extraordinaire alors qu'il se trouvait au milieu de la foule et qu'il poursuivait l'homme au sommet du monticule, derrière le mur de soutènement et dans le parking. La foule n'a prêté aucune attention au dépôt de livres. Elle s'est ruée comme un seul homme vers le monticule. La clôture s'étend au sommet du monticule depuis le pont ferroviaire à gauche jusqu'à l'arrière du mur de soutènement à droite. La flèche montre l'endroit où la clôture tourne, vers le nord, pour longer la limite est du parking et du dépôt de chemin de fer. À droite, la partie claire est le retour du mur de soutènement. C'est derrière ce mur, au moment de l'assassinat, qu'une silhouette mystérieuse apparaît. Cet homme a été surnommé Black Dog Man, l'homme chien noir. En effet, dans les films et les photographies où il apparaît, on ne voit que le haut de son corps à partir de la taille. À cause de sa posture, il ressemble à un chien noir sur le mur. En réalité, il est debout derrière le mur. Cette photo a été prise par Phil Willis. Au bout du mur de soutènement, à gauche, on voit la silhouette sombre de Black Dog. En gros plan, on peut voir le teint de son visage. Il porte un imperméable marron foncé. Une photo semblable prise par Hugh Betzner montre également Black Dog. En faisant un gros plan, on voit de plus amples détails. Il regarde dans la direction exacte du président. Sur une photo prise quelques secondes plus tard, Black Dog a quitté son poste immédiatement après le dernier coup de feu. Il est reparti en courant dans le parking.
Cette image, tirée du film de Mary Muchmore, montre le mur de soutènement au moment du passage du président, moins d'une seconde avant le tir mortel à la tête. Black Dog est visible en haut du mur. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose au-dessus du mur dans le film de Muchmore. Mais en faisant un agrandissement, on voit nettement une forme humaine. Remarquez le teint de la peau à gauche et le reflet métallique à droite. Il se pourrait que ce reflet soit une arme. Le film d'Orville Nix est l'un des 2 plus importants films de l'histoire. Il montre non seulement le président à l'instant où il reçoit une balle dans la tête, mais aussi le Grassy Knoll et le mur de soutènement pendant la fusillade. La zone qui se trouve derrière le mur de soutènement est plongée dans l'ombre. En zoomant, on voit la même silhouette que dans le film de Muchmore. Ceci est la seule séquence montrant Black Dog en mouvement. Les 3 taches plus claires au-dessus du mur attestent de la présence de Black Dog. Cette scène incroyable se déroule à l'instant exact du coup de feu. C'est la première fois que ces séquences retravaillées sont montrées au public. Remarquez l'éclair à l'extrême droite de l'écran au moment du coup de feu à la tête du président, au niveau de la main gauche de l'homme. Maintenant. En étudiant plus avant le film de Nix, lorsque nous zoomons au-dessus du mur de soutènement, nous pouvons suivre les mouvements de Black Dog au moment du tir mortel à la tête avant de revenir sur le cortège automobile. L'image 23 du film de Nix montre un morceau de crâne du président au-dessus de sa tête. L'image 24 montre très clairement l'explosion. L'éclair sur le monticule correspond exactement à l'explosion de la tête. Image 25. La tête du président commence à partir en arrière vers la droite et les résidus de l'explosion commencent à se disperser. Un morceau de sa tête est projeté en arrière, à une trentaine de centimètres. Image 26. Un fragment du crâne est toujours en train de voler. Il se trouve maintenant entre 60 et 90 centimètres derrière la tête. Il finit par atterrir sur la malle de la limousine. En mouvement, on voit la force de l'impact de la balle sur la tête du président Kennedy et la façon dont il a été projeté en arrière. Cette photo, prise par Marianne Moorman, montre le président au moment de l'impact de la balle. Légèrement vers la droite, le mur de soutènement. Juste derrière le mur, l'endroit où est tapi Black Dog. Ceci est un agrandissement de cette zone. Ce que nous voyons, c'est Black Dog. Bien qu'il soit difficile de discerner les traits physiques à cause du grain important du Polaroid, la forme, même si elle est floue, est indubitablement présente. L'endroit où se trouve Black Dog est le président au moment de l'impact de la balle. La version généralement diffusée de cette photo est assez floue. Mais sur ce tirage rare fait à partir d'un négatif le jour de l'assassinat, il y a beaucoup plus de détails. Derrière le dos du président, quelque chose nous cache le bout de son épaule. C'est un morceau à l'arrière de sa tête qui vient d'exploser. Au moment de l'exposition de la photo, le fragment de crâne part à l'arrière et nous cache la veste du président à cet endroit. Il est fort probable que ce morceau soit celui que Mme Kennedy a ramassé sur la malle de la voiture et a tenu jusqu'à l'hôpital de Parkland. Elle m'a donné un coup de coude et m'a tendu ce qu'elle avait dans les mains. C'était un morceau de son cerveau. Alors qu'Abraham Zapruder filme la course de la limousine, 5 secondes et demie après le coup de fusil à la tête, un arbre va partiellement obstruer le bas de l'image. À 16 mètres de lui, à travers l'arbre, Zapruder filme l'arrière de la tête de Black Dog.
Le haut de la tête de Black Dog apparaît au bas du cadre sur plusieurs images, la plus nette étant l'image 413. Il semble porter un chapeau ou un casque, mais les taches blanches qui créent cette illusion sont en fait le reflet de la lumière sur les feuilles de l'arbre entre la caméra de Zapruder et Black Dog. La flèche indique la position du président Kennedy. À droite, Zapruder et sa secrétaire, Marilyn Sitzman. Au-dessus du panneau indicateur, on voit la cime de l'arbre, juste devant Zapruder. Ceci est le feuillage de l'arbre. C'est à travers ce feuillage que nous voyons Black Dog. Black Dog est en fait à plus de 15 mètres de l'arbre, au bout du mur de soutènement. Voici l'arrière de sa tête. La couleur chair de son oreille droite est nette. Au bas du cadre, on voit la chair du côté gauche du cou de Black Dog, au-dessous d'une feuille. Ces deux taches blanches sont les reflets du soleil sur la surface des feuilles de l'arbre. L'ancien responsable de la commission Rockefeller, David Belin, a déclaré publiquement à maintes reprises que l'image de Black Dog n'apparaissait que sur une image du film de Zapruder et donc il était impossible que Black Dog soit réellement là. Mais outre les 5 autres images photographiques qui attestent de sa présence, il apparaît sur plusieurs images consécutives du film bien avant la numéro 413. Le voici alors que la voiture passe devant lui. Suivons-le. La voiture va de la gauche vers la droite, mais Black Dog apparaît de droite à gauche sur les images. Il est immobile au premier plan. L'image 413 est de loin la plus nette de cette partie du film, parce que Zapruder a changé momentanément sa vitesse de panoramique. Comme la grande majorité des centaines de témoins de Dealey Plaza, immédiatement après la fusillade, des policiers du cortège ont arrêté leur moto et se sont élancés vers le monticule à la poursuite de l'homme qui était pour eux un assassin en fuite. Ils ont couru jusqu'au parking, derrière la clôture. Cet homme était très probablement Black Dog. Police broke away and began chasing an unknown gunman across some railroad tracks. Jess Curry, chef de la police de Dallas, et le shérif Bill Decker, qui était à bord de la voiture blanche précédant la limousine du président, ont entendu les coups de feu venant du Gracie Knoll. Lorsque l'agent de police Joe Marshall Smith et d'autres spectateurs sont arrivés en haut du monticule, ils se sont trouvés face à des gens ayant des cartes d'identification du Secret Service. Ces témoins ont été renvoyés en bas du monticule. Mais signalons qu'il n'y avait plus aucun agent du Secret Service sur Dealey Plaza. Ils étaient tous restés dans le cortège et étaient partis à l'hôpital de Parkland. Les agents présents sur la place étaient forcément des imposteurs. Voici les toutes premières personnes qui se sont précipitées vers le monticule. Quelques instants après le coup de feu, à l'endroit où s'était tenu Black Dog, il ne restait qu'une bouteille de Coca-Cola sur le mur quand ce témoin est passé derrière à la poursuite de Black Dog. Si Black Dog n'était qu'un spectateur innocent, pourquoi s'est-il enfui? Pourquoi ne s'est-il jamais fait connaître en 30 ans? A-t-il pu tirer un ou les 2 coups de feu de face? En 1978, la commission de la Chambre des représentants sur les assassinats a rendu public le rapport des experts en acoustique, selon lequel il y avait 95% de chances qu'au moins 4 coups de feu provenant de 2 directions différentes aient été tirés. Le micro d'un motard qui était à 8 voitures derrière le président a capté les détonations et les a transmises au quartier général de la police où toutes les transmissions radio étaient enregistrées. Ces enregistrements dictables contiennent les impulsions d'au moins 6 et peut-être 7 coups de feu. Le micro ouvert a brouillé la fréquence radio au moment de l'assassinat et encore un certain temps après. Voici l'agent McLean sur sa moto au moment où le brouillage de la fréquence 1 de la police a commencé. C'est son micro qui est resté ouvert et qui a enregistré les coups de feu. Le micro est devant sa jambe gauche. Regardez sa main gauche aller vers le micro. Les experts acoustiques de la commission se sont rendus à Dallas.
Ils ont tiré et enregistré le bruit des coups de feu test pour les traduire en impulsion et les comparer à celles de l'enregistrement original. Les experts ont tiré depuis la fenêtre d'Oswald et depuis le Grassinol. Dans un mémorandum, le conseiller de la commission, Robert Groden, avait demandé que des tests soient effectués depuis tous les points de tir supposés, en plus des 2 endroits précédents. Sa demande est restée lettre morte. Les experts n'ont pu établir de correspondance acoustique que pour 4 des 7 coups de feu. Le premier, le second et le 4e venaient de l'arrière de la voiture. Le 3e provenait du sommet du monticule herbeux, preuve de la présence d'un 2e tireur et d'une conspiration. Selon eux, le tireur se tenait à 2,50 m à gauche de l'angle de la clôture. Jusqu'à ce qu'il témoigne devant la commission, ces experts ne savaient pas que la photo de Moorman prise au moment du tir à la tête montrait une silhouette derrière la clôture, exactement à l'endroit où ils avaient localisé un tireur, d'après leurs analyses scientifiques des enregistrements. Les coups de feu supplémentaires ont été ignorés parce que les impulsions ne correspondaient pas à celles des tirs tests. Ces 3 coups de feu ont été tirés d'au moins un autre endroit, ce qui prouve la présence d'un 3e tireur. D'autre part, les 2 premiers coups de feu confirmés, tirés tous deux par derrière, ont été tirés à 1 seconde et 6 dixièmes d'intervalle. Or, il fallait au minimum 2 secondes et 3 dixièmes pour réarmer le Mannlicher Carcano d'Oswald, ce qui ne laissait même pas le temps de viser. Donc, le second de ces coups de feu a été tiré 3/4 de seconde trop tôt pour pouvoir venir du prétendu fusil d'Oswald. Ce qui prouve la présence d'un 4e tireur. Cette photo de Marianne Moorman montre le président moins d'une demi-seconde après qu'il eut reçu une balle dans la tête. À l'arrière-plan, on voit plusieurs formes. Black Dog et ce qui semble être un homme en uniforme de la police qui tire au fusil derrière la clôture. C'est la sœur du président Jimmy Carter, Ruth Stapleton, qui a remarqué pour la première fois ce visage en 1978, lorsque Robert Groden lui a montré la photo au cours de ses recherches sur l'assassinat de JFK. Les chercheurs de Fort Worth, Jack White et Gary Mack, l'ont baptisé Badgeman, l'homme à l'insigne. Un véritable policier de Dallas ou un homme déguisé en policier? Le coup de feu mortel a certainement été tiré par l'un de ces 3 hommes. Lequel? Nous ne le saurons peut-être jamais. Il est scandaleux qu'après plus de 30 ans, nous ne sachions toujours pas la vérité. L'arrogance des hommes au pouvoir qui perpétuent le mensonge et continuent d'étouffer les faits est intolérable. Il est peut-être trop tard pour que justice soit faite dans cette affaire, mais il n'est jamais trop tard pour la vérité. Que toute la vérité soit faite bientôt. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
moment, je dirais pendant 10 ou 15 minutes au moins. J'ai pu me faire une idée très précise de l'aspect de la blessure. C'était une grande plaie béante dans la partie postérieure droite de la tête. Voici le dessin que j'en ai fait pour le livre de Joshua Thompson. Je dirais que la blessure se trouvait dans cette région-ci. La région occipito-pariétale. Bien sûr, j'ai eu d'autres renseignements avec les radios. Mais quand nous avons tenté de réanimer le président Kennedy, je dirais que la blessure était située ici et que la fracture s'étendait jusqu'au devant du crâne. Voilà ce dont je me souviens, sur la partie droite de la tête du président. Pouvez-vous nous montrer approximativement où se trouvait la plaie? Elle était dans cette région. D'après ce que j'ai vu, elle se situait à l'arrière de la tête. Il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Il y a une plaie arrondie sur l'os ici. Mais il y en a une autre là, juste à côté. Une plaie arrondie et une autre. Mais je puis vous assurer que deux plaies arrondies l'une à côté de l'autre, enfin, cette photo a été... Quelque chose lui est arrivé. Cette plaie n'est pas correcte. Cette photo n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Non, vous voyez, cette partie a été trafiquée. Ici, c'est ouvert. La façon dont il a été arrangé ici, des morceaux de peau ont été coupés ou altérés ou remontés ou changés. Il n'était pas comme ça. Cette partie était grande ouverte. On voyait le cerveau. Le cuir chevelu a été repoussé en arrière. Ça a été complètement déformé. Ils ont fait quelque chose ici. Quand il était sur la table aux urgences, cette partie était ouverte. Toute cette région était une plaie ouverte. Je me rappelle que la blessure était dans cette région. Ils lui ont soulevé la tête pour que je voie la blessure à l'arrière du crâne. Mais vous vous souvenez d'un gros trou? Oh oui, il y avait un gros trou à cet endroit. Un gros trou sur toute cette partie. D'ici à là. L'abîme définitif à mes critiques. Récemment, de nouvelles preuves photographiques d'un deuxième tireur ou co-conspirateur ont été mises au jour. Cette diapositive couleur a été prise 30 secondes après l'assassinat par un agent des services de renseignement militaire, James Powell. Elle a été cachée au public pendant 13 ans et n'avait encore jamais été montrée en couleur. En faisant un gros plan sur la fenêtre du 5e étage depuis la rue, on voit le prétendu nid du tireur et une haute pile de cartons. Mais à droite des cartons, près du bord de la fenêtre, il y a une forme. La forme est plus sombre que les cartons de livres et d'une texture et d'une couleur différentes. La forme va du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ombre, en remontant vers la droite. Il est impossible que ce soit Lee Harvey Oswald. Entre 70 et 90 secondes après le dernier coup de feu, et entre 40 et 60 secondes après que cette photo a été prise, des personnes ont vu Lee Oswald et lui ont parlé dans la cafétéria du premier étage. Il était calme et pas du tout essoufflé. Il aurait fallu qu'Oswald traverse en courant le 5e étage, qu'il s'arrête, qu'il efface ses empreintes sur le fusil, qu'il cache soigneusement l'arme derrière ses cartons et qu'il dévale ensuite 4 étages, jusqu'à la cafétéria du premier étage, où il a été vu par l'agent de police de Dallas Marion Baker et par le patron d'Oswald, Roy Truly, directeur du dépôt. Oswald était alors en train de s'acheter ou de boire une bouteille de Coca-Cola à ce distributeur. En dévalant l'escalier, Oswald aurait dû dépasser 2 femmes, Victoria Adams et Sandra Stills, qui descendaient l'escalier à ce moment-là. Toutes deux ont certifié que personne ne les avait dépassées.
Tout cela en 40 secondes au minimum et 60 secondes au maximum. Impossible. La présence d'une personne à cette fenêtre sur cette photo, 30 secondes après le coup de feu, élimine Lee Oswald comme seul assassin. Et sa présence au premier étage, si peu de temps après l'assassinat, l'innocente en tant que tireur. Cette photo a été prise 15 secondes après le dernier coup de feu par un photographe de Dallas, Tom Dillard, qui était à bord de l'une des voitures de presse du cortège. La photo a été publiée peu de temps après l'assassinat, mais elle a toujours été coupée sur le bord gauche. Pour la première fois, nous la voyons dans son format original. Gros plan sur les fenêtres du dépôt de livres. Puis gros plan sur la fenêtre à l'extrémité ouest du 5e étage. Cette fenêtre se trouve à l'autre extrémité du dépôt de livres, à l'opposé de la prétendue fenêtre d'Oswald. Cette fenêtre... Ceci est un agrandissement de cette zone. Ce que nous voyons, c'est Black Dog. Bien qu'il soit difficile de discerner les traits physiques à cause du grain important du Polaroid, la forme, même si elle est floue, est indubitablement présente. L'endroit où se trouve Black Dog est le président au moment de l'impact de la balle. La version généralement diffusée de cette photo est assez floue. Mais sur ce tirage rare fait à partir d'un négatif le jour de l'assassinat, il y a beaucoup plus de détails. Derrière le dos du président, quelque chose nous cache le bout de son épaule. C'est un morceau à l'arrière de sa tête qui vient d'exploser. Au moment de l'exposition de la photo, le fragment de crâne part à l'arrière et nous cache la veste du président à cet endroit. Il est fort probable que ce morceau soit celui que Mme Kennedy a ramassé sur la malle de la voiture et a tenu jusqu'à l'hôpital de Parkland. Elle m'a donné un coup de coude et m'a tendu ce qu'elle avait dans les mains. C'était un morceau de son cerveau. Alors qu'Abraham Zapruder filme la course de la limousine, 5 secondes et demie après le coup de fusil à la tête, un arbre va partiellement obstruer le bas de l'image. À 16 mètres de lui, à travers l'arbre, Zapruder filme l'arrière de la tête de Black Dog. Le haut de la tête de Black Dog apparaît au bas du cadre sur plusieurs images, la plus nette étant l'image 413. Il semble porter un chapeau ou un casque, mais les taches blanches qui créent cette illusion sont en fait le reflet de la lumière sur les feuilles de l'arbre entre la caméra de Zapruder et Black Dog. La flèche indique la position du président Kennedy. À droite, Zapruder et sa secrétaire, Marilyn Sitzman. Au-dessus du panneau indicateur, on voit la cime de l'arbre, juste devant Zapruder. Ceci est le feuillage de l'arbre. C'est à travers ce feuillage que nous voyons Black Dog. Black Dog est en fait à plus de 15 mètres de l'arbre, au bout du mur de soutènement. Voici l'arrière de sa tête. La couleur chair de son oreille droite est nette. Au bas du cadre, on voit la chair du côté gauche du cou de Black Dog, au-dessous d'une feuille. Ces deux taches blanches sont les reflets du soleil sur la surface des feuilles de l'arbre. Selon vous, qu'essayait-elle de faire? Je crois qu'elle essayait de récupérer une partie de son crâne. Ed Hoffman, qui est sourd-muet, se tenait sur l'autoroute de Stevens, juste au-dessus de la rampe d'Elm Street, à l'ouest de Dealey Plaza. Il s'est garé sur le bord de l'autoroute de Stevens, quelques minutes avant que le cortège ne traverse Dealey Plaza. En se penchant vers la rampe, il a vu l'intérieur de la limousine présidentielle moins d'une minute après la fusillade. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture et j'ai vu Mme Kennedy penchée sur le président. Il était allongé sur le ventre, la tête sur les genoux de sa femme. L'arrière de la tête était parti, avait explosé. Il tremblait et Mme Kennedy le secouait. Mais l'arrière de sa tête avait volé en éclats.
Le président était allongé. L'agent du Secret Service était allongé sur la malle et faisait se baisser Madame Kennedy. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. La tête du président n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Sa tête n'était pas comme ça. L'arrière de la tête était détruit. Ce morceau d'os était là, mais pas l'arrière de sa tête. Ça, c'est ce que j'ai vu. La tête du président était comme ça. Cette partie avait volé en éclats. Cet os était là, mais l'arrière de la tête avait explosé. En voyant ça, j'ai été horrifié. Le président était allongé, secoué de tremblements. La voiture est partie à toute allure. J'étais horrifié. Derrière moi, sur la place, c'était la panique. Les gens couraient dans tous les sens. Le président a reçu une balle tirée par devant. La tête du président n'était pas comme ça, mais comme ça, avec un gros trou à l'arrière de la tête. Le docteur James Humes a pratiqué l'autopsie et a trouvé une étrange blessure par balle dans le dos du président. Selon le rapport du FBI sur l'autopsie, le fond de l'ouverture, faite par la balle, était sensible avec le doigt et il n'y avait aucun point de sortie et la balle n'était pas dans le corps. Donc à l'autopsie, les médecins ont conclu que la balle censée avoir touché Kennedy et Connally n'avait même pas traversé le corps de Kennedy. Mais quelques jours plus tard, lorsque le docteur Humes a remis son rapport d'autopsie, il a écrit que la balle avait traversé le corps de JFK, contredisant ainsi avec le rapport du FBI. La surface de la balle est intacte. Le nez de la balle, qui, selon la théorie de la balle unique, a brisé 2 os au poignet droit du gouverneur Connally, est absolument une seule grande pièce. Quiconque se trouvait à cette fenêtre aurait sans aucun doute entendu un coup de feu tiré à une dizaine de mètres de lui. De toute évidence, cet homme n'est pas Lee Harvey Oswald. Comme il ne s'est jamais fait connaître, nous pouvons être certains qu'il ne s'agissait pas d'un simple badaud. En fait, il est possible que nous soyons en train de regarder l'un des conspirateurs et peut-être l'un des assassins. Un coup de fusil provenant de cette fenêtre concorderait avec chacune des blessures du gouverneur Connally. Cela expliquerait également la trajectoire très nette gauche-droite et l'angle très plongeant. L'homme semble corpulent, avec une coupe de cheveux en brosse et un t-shirt blanc. Au-dessus de son épaule gauche, on voit l'éclairage électrique au plafond, qui est toujours le même aujourd'hui. Pour 80% des témoins du Dealey Plaza, les tirs venaient du Grassinol. Nous avons déjà vu de nombreux éléments prouvant que le président a reçu une balle dans la tête tirée de l'avant. Mais existait-il des preuves photographiques d'un tireur supplémentaire sur le monticule herbeux? À droite, on voit la clôture au sommet du monticule. Le film d'Orville Nix montre très clairement le mouvement en arrière de la tête du président, conséquence d'un coup de fusil tiré du monticule. La foule de Dealey Plaza se précipite vers le monticule à la poursuite d'un homme que la plupart des gens croient être l'un des assassins. Voici une partie des témoins qui ont couru jusqu'au sommet du monticule et derrière le mur de soutènement qui se trouve devant la clôture. Un caméraman de télévision a filmé cette séquence extraordinaire alors qu'il se trouvait au milieu de la foule et qu'il poursuivait l'homme au sommet du monticule, derrière le mur de soutènement et dans le parking. La foule n'a prêté aucune attention au dépôt de livres. Elle s'est ruée comme un seul homme vers le monticule. La clôture s'étend au sommet du monticule depuis le pont ferroviaire à gauche jusqu'à l'arrière du mur de soutènement à droite. La flèche montre l'endroit où la clôture tourne, vers le nord, pour longer la limite est du parking et du dépôt de chemin de fer. À droite, la partie claire est le retour du mur de soutènement. C'est derrière ce mur, au moment de l'assassinat, qu'une silhouette mystérieuse apparaît.
Cet homme a été surnommé Black Dog Man, l'homme chien noir. En effet, dans les films et les photographies où il apparaît, on ne voit que le haut de son corps à part clôture au sommet du monticule. Le film d'Orville Nix montre très clairement le mouvement en arrière de la tête du président, conséquence d'un coup de fusil tiré du monticule. La foule de Dealey Plaza se précipite vers le monticule à la poursuite d'un homme que la plupart des gens croient être l'un des assassins. Voici une partie des témoins qui ont couru jusqu'au sommet du monticule et derrière le mur de soutènement qui se trouve devant la clôture. Un caméraman de télévision a filmé cette séquence extraordinaire alors qu'il se trouvait au milieu de la foule et qu'il poursuivait l'homme au sommet du monticule, derrière le mur de soutènement et dans le parking. La foule n'a prêté aucune attention au dépôt de livres. Elle s'est ruée comme un seul homme vers le monticule. La clôture s'étend au sommet du monticule depuis le pont ferroviaire à gauche jusqu'à l'arrière du mur de soutènement à droite. La flèche montre l'endroit où la clôture tourne, vers le nord, pour longer la limite est du parking et du dépôt de chemin de fer. À droite, la partie claire est le retour du mur de soutènement. C'est derrière ce mur, au moment de l'assassinat, qu'une silhouette mystérieuse apparaît. Cet homme a été surnommé Black Dog Man, l'homme chien noir. En effet, dans les films et les photographies où il apparaît, on ne voit que le haut de son corps à partir de la taille. À cause de sa posture, il ressemble à un chien noir sur le mur. En réalité, il est debout derrière le mur. Cette photo a été prise par Phil Willis. Au bout du mur de soutènement, à gauche, on voit la silhouette sombre de Black Dog. En gros plan, on peut voir le teint de son visage. Il porte un imperméable marron foncé. Une photo semblable prise par Hugh Betzner montre également Black Dog. En faisant un gros plan, on voit de plus amples détails. Il regarde dans la direction exacte du président. Sur une photo prise quelques secondes plus tard, Black Dog a quitté son poste immédiatement après le dernier coup de feu. Il est reparti en courant dans le parking. Cette image, tirée du film de Mary Muchmore, montre le mur de soutènement au moment du passage du président, moins d'une seconde avant le tir mortel à la tête. Black Dog est visible en haut du mur. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose au-dessus du mur dans le film de Muchmore. Mais en faisant un agrandissement, on voit nettement une forme humaine. Remarquez le teint de la peau à gauche et le reflet métallique à droite. Il se pourrait que ce reflet soit une arme. Or, une balle, entrant à l'arrière de la tête, en suivant une trajectoire droite-gauche, serait ressortie sur la partie gauche du visage du président. Sur les photos, cette partie de la tête ne montre pas le moindre dommage. Aucune balle tirée depuis le dépôt de livres n'a atteint le président à l'arrière de la tête. Sur la photo d'autopsie, le front et le devant de l'oreille droite sont intacts. En revanche, sur la radio, toute la partie antérieure de la tête au-dessus de l'œil, entre l'oreille et le milieu du front, a disparu. Ici, les angles sont légèrement distincts, mais permettent néanmoins de voir des blessures complètement différentes. Selon la radio, toute la partie au-dessus de l'œil droit devrait être absente. Donc, ni les radios, ni les photos ne correspondent à ce que les médecins de Dallas ont vu. Pis encore, elles ne concordent même pas entre elles. Les médecins de Dallas et d'autres témoins qui ont vu le corps ont tous déclaré que la partie comprise dans ce cercle avait volé en éclats. Or, les photos d'autopsie présentées par le gouvernement montrent l'arrière de la tête absolument intacte. C'est impossible. Selon les défenseurs de la commission Warren, tous ces témoins se trompent. Pourtant, eux étaient présents, pas les défenseurs de la commission Warren.
Cette arrogance et cette falsification des photos de l'autopsie est intolérable et malhonnête. Ceci est une photo générée par ordinateur à partir des déclarations des médecins. Tous nous ont dit que cette photo ressemblait à l'état véritable de la tête du président, contrairement aux photos officielles d'autopsie du gouvernement. Présent à l'hôpital naval de Bethesda, l'agent du FBI, Frank O'Neill, a assisté à l'intégralité de l'autopsie. Il avait une blessure énorme à droite, à l'arrière de la tête. Je n'utiliserai pas de termes médicaux car je ne suis pas médecin. Mais elle était située derrière à droite et pas à l'avant ni aux yeux. Outre les médecins de Dallas et le personnel médical de Bethesda, les témoins de Dealey Plaza ont eux aussi constaté une énorme blessure à l'arrière de la tête du président. J'étais en train de le filmer avec ma caméra. Quand il est passé devant moi, j'ai entendu une détonation. Il est parti en arrière sur son siège, tout l'arrière de sa tête a explosé. Page 24 montre très clairement l'explosion. L'éclair sur le monticule correspond exactement à l'explosion de la tête. Image 25. La tête du président commence à partir en arrière vers la droite et les résidus de l'explosion commencent à se disperser. Un morceau de sa tête est projeté en arrière, à une trentaine de centimètres. Image 26. Un fragment du crâne est toujours en train de voler. Il se trouve maintenant entre 60 et 90 centimètres derrière la tête. Il finit par atterrir sur la malle de la limousine. En mouvement, on voit la force de l'impact de la balle sur la tête du président Kennedy et la façon dont il a été projeté en arrière. Cette photo, prise par Marianne Moorman, montre le président au moment de l'impact de la balle. Légèrement vers la droite, le mur de soutènement. Juste derrière le mur, l'endroit où est tapi Black Dog. Ceci est un agrandissement de cette zone. Ce que nous voyons, c'est Black Dog. Bien qu'il soit difficile de discerner les traits physiques à cause du grain important du Polaroid, la forme, même si elle est floue, est indubitablement présente. L'endroit où se trouve Black Dog est le président au moment de l'impact de la balle. La version généralement diffusée de cette photo est assez floue. Mais sur ce tirage rare fait à partir d'un négatif le jour de l'assassinat, il y a beaucoup plus de détails. Derrière le dos du président, quelque chose nous cache le bout de son épaule. C'est un morceau à l'arrière de sa tête qui vient d'exploser. Au moment de l'exposition de la photo, le fragment de crâne part à l'arrière et nous cache la veste du président à cet endroit. Il est fort probable que ce morceau soit celui que Mme Kennedy a ramassé sur la malle de la voiture et a tenu jusqu'à l'hôpital de Parkland. Elle m'a donné un coup de coude et m'a tendu ce qu'elle avait dans les mains. C'était un morceau de son cerveau. Alors qu'Abraham Zapruder filme la course de la limousine, 5 secondes et demie après le coup de fusil à la tête, un arbre va partiellement obstruer le bas de l'image. À 16 mètres de lui, à travers l'arbre, Zapruder filme l'arrière de la tête de Black Dog. Le haut de la tête de Black Dog apparaît au bas du cadre sur plusieurs images. La plus nette étant l'image 413. Il semble... La surface de la balle est intacte. Le nez de la balle, qui, selon la théorie de la balle unique, a brisé 2 os au poignet droit du gouverneur Connolly, est absolument intact, sans la moindre déformation. C'est impossible. Cette balle-ci a touché un os. Elle a été tirée par le FBI dans le poignet d'un cadavre. La balle qui a brisé l'os du cadavre montre des déformations multiples, comme on est en droit de s'y attendre lorsqu'une balle bute contre un os.
Depuis des années, Cyril Wecht exige que des tests balistiques soient effectués pour confirmer qu'une balle, comme la balle unique, peut traverser un os et rester intacte. Qu'est-ce que cela coûterait? Cela ne demanderait pas un gros effort au gouvernement fédéral de réunir un fusil, des balles, des cadavres d'animaux et d'hommes pour trouver une seule balle encore intacte après avoir traversé le poignet d'un cadavre humain et brisé 2 os, ainsi que l'aurait fait la balle 399 présentée par la Commission, selon le scénario de la balle unique. Le jour où on trouvera cette balle, cela mettra un terme définitif à mes critiques. Récemment, de nouvelles preuves photographiques d'un deuxième tireur ou co-conspirateur ont été mises au jour. Cette diapositive couleur a été prise 30 secondes après l'assassinat par un agent des services de renseignement militaire, James Powell. Elle a été cachée au public pendant 13 ans et n'avait encore jamais été montrée en couleur. En faisant un gros plan sur la fenêtre du 5e étage depuis la rue, on voit le prétendu nid du tireur et une haute pile de cartons. Mais à droite des cartons, près du bord de la fenêtre, il y a une forme. La forme est plus sombre que les cartons de livres et d'une texture et d'une couleur différentes. La forme va du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ombre, en remontant vers la droite. Il est impossible que ce soit Lee Harvey Oswald. Entre 70 et 90 secondes après le dernier coup de feu, et entre 40 et 60 secondes après que cette photo a été prise, des personnes ont vu Lee Oswald et lui ont parlé dans la cafétéria du 1er étage. Il était calme et pas du tout essoufflé. Il aurait fallu qu'Oswald traverse en courant le 5e étage, qu'il s'arrête, qu'il efface ses empreintes sur le fusil, qu'il cache soigneusement l'arme derrière ses cartons et qu'il dévale ensuite 4 étages, jusqu'à la cafétéria du 1er étage où il a été vu par l'agent de police de Dallas Marion Baker et par le patron d'Oswald, Roy Truly, directeur du dépôt. Oswald était alors en train de s'acheter ou de boire une bouteille de Coca-Cola à ce distributeur. En dévalant l'escalier, Oswald aurait dû dépasser 2 femmes, Victoria Adams et Sandra Stills, qui descendaient l'escalier à ce moment-là. Toutes deux ont certifié que là où il y avait à l'origine une petite tache de sang séché sur l'arrière de la tête, une plaie d'entrée a été dessinée. L'introduction de cette fausse plaie à l'arrière de la tête aura des effets désastreux sur l'enquête. Elle a été rajoutée pour faire croire qu'une balle était entrée à l'arrière de la tête et était ressortie à l'avant. Or, une balle entrant à l'arrière de la tête, en suivant une trajectoire droite-gauche, serait ressortie sur la partie gauche du visage du président. Sur les photos, cette partie de la tête ne montre pas le moindre dommage. Aucune balle tirée depuis le dépôt de livres n'a atteint le président à l'arrière de la tête. Sur la photo d'autopsie, le front et le devant de l'oreille droite sont intacts. En revanche, sur la radio, toute la partie antérieure de la tête au-dessus de l'œil, entre l'oreille et le milieu du front, a disparu. Ici, les angles sont légèrement distincts, mais permettent néanmoins de voir des blessures complètement différentes. Selon la radio, toute la partie au-dessus de l'œil droit devrait être absente. Donc, ni les radios, ni les photos ne correspondent à ce que les médecins de Dallas ont vu. Pis encore, elles ne concordent même pas entre elles. Les médecins de Dallas et d'autres témoins qui ont vu le corps ont tous déclaré que la partie comprise dans ce cercle avait volé en éclats. Or, les photos d'autopsie présentées par le gouvernement montrent l'arrière de la tête absolument intacte. C'est impossible. Selon les défenseurs de la commission Warren, tous ces témoins se trompent. Pourtant, eux étaient présents. Pas les défenseurs de la commission Warren. Cette arrogance et cette falsification des photos de l'autopsie est intolérable et malhonnête. Ceci est une photo générée par ordinateur à partir des déclarations des médecins.
Tous nous ont dit que cette photo ressemblait à l'état véritable de la tête du président, contrairement aux photos officielles d'autopsie du gouvernement. Présent à l'hôpital naval de Bethesda, l'agent du FBI, Frank O'Neill, a assisté à l'intégralité de l'autopsie. Il avait une blessure énorme à droite, à l'arrière de la tête. Je n'utiliserai pas de termes médicaux car je ne suis pas médecin. Mais elle était située derrière, à droite, et pas à l'avant, ni aux yeux.